amateurs de l'amour, des aliens, du cinéma, on va parler de plein de films différents aujourd'hui. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, on va parler de plein de films différents. Je vais vous donner mon avis sur tous ces films. Je faisais un peu ce concept où je mettais un titre un peu accrocheur pour vous motiver à regarder les critiques multiples du moment. Mais je suis pas très satisfait du concept, même s'il marchait plutôt bien, parce que j'ai pas envie de vous attirer sur le concept, mais j'ai envie de vous attirer sur les films. En général, c'est des films qui feraient pas de vue sur les critiques à chaud, mais qui sont vraiment bien pour la plupart d'entre eux et que j'ai envie de conseiller, donc il fallait que je trouve un autre concept. Le titre que j'ai mis aujourd'hui et le changement de miniature, j'espère qu'ils vont aider. Je veux bien évidemment des conseils si vous en avez sur la miniature, sur le titre, mais c'est le même concept de vidéo que vous connaissez. Et je vais faire ça au moins une fois par mois, voire toutes les 3 semaines, mais lorsque je serai 100% sur YouTube à partir de janvier. Peut-être il y aura un autre épisode de critiques multiples avant la fin de l'année, mais après ce sera bien plus régulier parce que j'aurai le temps de voir beaucoup plus de films et j'espère que ça va vous attirer. D'ailleurs, je sais pas encore si je vais tenter de mettre le titre mon avis sur les films sortis récemment ou alors je critique les films que j'ai vus récemment ou quelque chose comme ça. Bref, je vais trouver. L'objectif, c'est de vous motiver à regarder, que ça fasse quand même des vues parce que sinon ça sert à rien non plus pour vous et pour moi. Et vous conseille des films qui sortent régulièrement et qui sont, j'espère pour certains d'entre eux, encore dispo en salle. Ça sera pas le cas pour tous les films aujourd'hui, mais dans les semaines et mois qui viennent, j'essaierai de le faire plus régulièrement. Évidemment, pas de spoiler, mon film préféré de la liste à la fin. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez aujourd'hui, ils permettent de débloquer des catalogues streaming bien plus intéressants. Nous avons l'un des pires au monde. Des films comme Across the Spider-Verse sont déjà disponibles sur Netflix, même Talk to Me, qui est l'un des meilleurs films d'horreur de l'année. Mario sera disponible début décembre, Indiana Jones 5 de même, je pense que pas beaucoup de personnes l'ont vu en salle celui-ci. Bref, il y aura plein de films hyper intéressants à découvrir et vous prenez un VPN dans un pays comme la Belgique, la Suisse ou le Canada pour la VOSTFR et la VF pour ceux que ça intéresse et vous avez un bien meilleur catalogue. Vous avez même le droit à des compétitions sportives gratuites comme des courses automobiles en direct et pour les gros consommateurs de YouTube, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher avec un VPN dans un pays comme l'Inde ou l'Argentine. Beaucoup me posent des questions mais il y a des tutos en ligne pour le faire simplement et moi j'utilise et ça me va vraiment bien d'avoir YouTube sans publicité. Vous serez en la plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super simple d'utilisation, en quelques clics c'est fait sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Le premier film dont j'ai envie de parler aujourd'hui s'appelle Gueule Noire, qui raconte l'histoire de plusieurs mineurs qui s'aventurent plus profondément que d'habitude dans leur mine et ils découvrent une crypte assez bizarre. C'est à partir de là qu'ils seront chassés par un monstre légendaire. Gueule Noire est un film que j'attendais beaucoup parce que c'est un film de genre français horrifique et je trouve qu'on est généralement bon dans les films de genre français horrifique. C'est un film que j'attendais aussi beaucoup parce que j'aimais bien l'idée d'avoir cette mine dans les Hauts-de-France avec ces personnages-là, le côté claustrophobique, un peu comme de Descent que moi j'aime beaucoup, une créature légendaire, j'adore les films de monstres et j'avais hâte de voir le design du monstre qui je crois n'est pas révélé dans les bandes annonces. C'est un film que j'attendais plus tôt et c'est vrai que je l'ai vu et je suis quand même assez déçu. Il y a plusieurs soucis qui sont typiques du film français, il y a un aspect très téléfilm à l'œuvre, que ce soit dans les visuels, il y a certains passages où on ne voit quasiment rien. J'étais à l'UGC, donc en général les séances UGC, j'ai l'impression qu'elles sont plus sombres que d'autres cinémas ou qu'à la maison, mais on voyait pas grand chose dans beaucoup de scènes et c'est pas on voit pas grand chose de manière volontaire. Parfois c'est volontaire et là c'est ok, mais parfois juste on voyait aucun mouvement parce que l'écran était beaucoup trop sombre. Je pense que c'est juste la norme pour les cinémas UGC, je sais pas si c'est mieux dans d'autres salles. Il y a un côté aussi dans l'acting qui est très exagéré, où les acteurs en font des caisses à chaque fois et c'est très kitsch à certains moments et la situation n'est pas adaptée au kitsch du film. De même pour les dialogues, en fait le gros problème des dialogues c'est que les acteurs clairement s'éclatent pas avec le dialogue. On dirait des répliques de série Z vraiment pas intéressantes, mais c'est surtout que c'est surexplicatif. C'est 1h45, ils essaient de développer un lore tout en racontant une histoire de mineurs piégés. Et c'est un peu le problème, c'est qu'en fait le film est vachement bien lorsqu'il n'y a pas de monstres, mis à part pour les visuels et le côté téléfilm, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment perdus dans une mine et il y a une sorte de relation entre les différents mineurs qui se font pas spécialement confiance, ils savent pas pourquoi ils sont dans la mine et il y a des conflits qui commencent à immerger. Mais lorsque le monstre arrive, ça devient un film de monstre assez banal. Et il y a plein de petites choses qui t'embêtent. Parfois les personnages sont tellement débiles, tu vois ça en salle, tu dis oh les cons et en fait juste après, littéralement la réplique d'après, t'as un personnage qui essaie d'expliquer ce que l'autre personnage vient de faire, comme si le scénariste savait que c'était débile et qu'il fallait le justifier juste après. T'as beaucoup de ça, t'es régulièrement perdu dans l'environnement alors qu'à un moment tu vois une carte où tu vois genre 2-3 traits et tu dis en fait c'est pas un labyrinthe. Ça je chipote un petit peu mais c'est vrai que t'as plein de moments où t'es pas du tout immergé dans l'œuvre et lorsque le monstre apparaît, je vais pas vous spoiler le design du monstre parce que je trouve plutôt cool et c'est une marionnette, ce que je trouve vraiment bien parce que ça donne un côté irréel au monstre que je trouve menaçant et je trouve le design vraiment bien foutu et je trouve que le lore qu'ils ont établi par rapport à lui cool. C'est juste que pour moi le lore n'avait rien à faire là quoi. Dès que le monstre arrive, tout ce qui se passait dans le film, les relations entre personnages par rapport aux enjeux du film
évolue et ça devient juste un film de monstre banal. Et le monstre est pas menaçant dans le sens où il apparaît uniquement lorsque le scénario le demande. On dirait pas du tout un prédateur qui chasse des proies et qui pourrait apparaître à n'importe quel moment. Et truc tout bête, t'es tout le temps dans le noir et t'as des lumières sur le crâne et ça utilise jamais ça pour faire peur, sauf à une séquence avec un appareil photo. Mais globalement quand même, t'as un monstre qui se balade, qui est hyper puissant, qui potentiellement se balade assez vite. Et dans des mines, les mineurs qui ont un casque qui peuvent uniquement éclairer une certaine zone, il y avait tout pour rendre ça terrifiant. Et ils utilisent très peu les couloirs, très peu les lumières. C'est le concept gâché à la perfection. Encore, je peux accepter le côté kitsch et téléfilm, mais quand t'as un film de monstre qui a quelques séquences quand même assez jouissives et plutôt mémorables parce qu'il profite justement du design du monstre et t'as des séquences qui sont cool par rapport à ça, le reste du film je trouve hyper décevant, hyper en dessous de ce qu'on aurait pu avoir. Tu ressens clairement les problèmes de budget, les choix artistiques qu'il fallait faire. Pourtant au début du film, avant qu'il soit dans la mine, t'as de beaux plans, t'as un bon éclairage, une belle photo, mais globalement le film est hyper décevant. C'est passable, mais c'est quand même assez dommage parce qu'ils auraient pu faire un film iconique français qui quand même est baigné dans la culture française, mais ça va pas plus loin que des dialogues un peu pourris, un monstre pas effrayant ou menaçant et un scénario hyper convenu et une mise en scène qui n'aide pas tout ça. C'est à mon goût hyper dommage. Le deuxième film dont j'ai envie de parler aujourd'hui s'appelle Ça tourne à Séoul, qui raconte l'histoire d'un réalisateur qui veut reshooter la fin de son film en uniquement 2 jours et en évitant la censure du gouvernement coréen. En effet, dans les années 70, le gouvernement censurait énormément d'œuvres et le réalisateur et l'équipe de production essayent d'éviter cette censure. Ça tourne à Séoul est le nouveau film de Kim Ji-won qui a fait l'exceptionnel I Saw the Devil. Si vous l'avez pas vu, c'est un chef-d'œuvre, je vous le conseille vraiment. Et du coup là, il part dans une comédie un peu loufoque qui parle non pas de cinéma, alors oui, ça parle d'un réalisateur, d'un scénariste et ils font un film dans le film, mais en vrai, ça parle pas du tout de cinéma, ça parle pas de méthode de cinéma, c'est pas forcément un hommage au cinéma, c'est plutôt une histoire de personnages qui se retrouvent sur ce plateau entre le réalisateur, les producteurs, les acteurs qui ont tous leur vie, leur motivation, qui ont pas forcément envie d'être là. Donc t'as des vrais personnages avec une vraie personnalité, une vraie histoire. En même temps, t'as l'enjeu du gouvernement qui vient et essaie d'arrêter le film. Du coup, t'as un mélange de film assez comique, mais en même temps, il y a ce côté un peu thriller détective à certains moments où ils enquêtent sur la vie des personnages. En même temps, il faut éviter le gouvernement qui est là pour oppresser les gens. Et ça joue plutôt bien par rapport à ça. Le film est sur les personnages, sur leur vie, sur les choix qu'ils font, et le film est vraiment une sorte de second plan où oui, il y a des choses cinématographiquement qui sont intéressantes, mais ce qui est fascinant, c'est vraiment l'histoire des personnages de Révolution. Il y a plein d'idées de mise en scène plutôt cool par rapport à la manière dont on fait des films et la manière dont tu vois le film vraiment en live et la manière dont ils l'ont fait, et tu comprends plein de choses sur le film qui sont assez drôles, je trouve. Mais c'est vrai que globalement, j'ai pas été plus impressionné que ça, que ce soit ou en mise en scène ou en scène mémorable. J'ai trouvé le film vraiment divertissant, plutôt drôle, un vrai bon moment, mais ça n'ira pas au-delà. Tout le monde joue super bien. J'adore toujours Song Kang-ho et j'irai voir beaucoup de films avec lui, et c'est ça qui m'a poussé aussi à aller voir le film, et honnêtement, je peux le conseiller. Un peu déçu qu'il n'ait pas de fulgurance, et c'est un peu une œuvre mineure, j'ai l'impression, dans cette filmographie, mais c'est un bon moment pour tous les fans de cinéma et pour les gens qui aiment les comédies de manière générale. C'est généreux, c'est drôle, c'est fun, ça vaut le détour pour les gens qui aiment ces choses-là. Maintenant, l'un des films qui m'a le plus étonné et surpris cette année s'appelle Traqué, qui raconte l'histoire d'une femme qui est isolée par la société qui l'entoure à cause de quelque chose qu'elle a commis, mais on ne sait pas quoi. Cet isolement va s'arrêter lorsque des aliens vont débarquer et vont commencer à la traquer. C'est un film Disney+, pour le coup. Alors là où on était sur des films de cinéma qui sont encore dispo en salle, là c'est un film Disney+, qui est dispo depuis la fin septembre. C'est un film d'horreur de science-fiction, entre guillemets, qui est porté par Kathleen Never. C'est un film qui est plutôt un huis clos, mais pas que, mais c'est aussi un film qui a pas mal de budget, c'est-à-dire qu'il y aura pas mal d'aliens. J'ai pas envie de vous spoiler le design, mais j'ai beaucoup aimé la manière dont les aliens interagissent avec le monde, avec ce personnage principal. J'adore l'actrice, je trouve qu'elle fait un travail formidable dans le film. C'est un film qui est hyper divertissant parce qu'il se regarde super vite, je crois que c'est 1h30, mais surtout que tout s'enchaîne assez rapidement, mais en même temps il a le temps de se poser pour développer son personnage principal, pour expliquer pourquoi elle est isolée de la société, pour expliquer pourquoi tout le monde la déteste, et en même temps pour créer beaucoup de tension, beaucoup de frayeur par rapport aux aliens qui viennent la traquer, et la solitude qu'elle ressent en étant traquée aussi. Alors elle est pas dans une grande ville, elle est un peu dans un milieu rural, mais c'est vrai que c'est assez flippant, t'en apprends beaucoup sur son passé, sur les motivations des aliens, et je trouve que le film a plein de séquences hyper bien foutues, hyper originales, ça se passe majoritairement dans une seule maison, et justement ça se renouvelle constamment en termes de mise en scène. Il y a plein d'idées trop cool, j'adore la fin pour le coup, c'est l'une des plus belles surprises de cette année, j'ai passé un excellent moment devant. Encore une fois, c'est pas le plus grand film de cette année, mais je pense que tout le monde sera diverti, ceux qui aiment un peu la science-fiction, ceux qui aiment un peu l'horreur entre guillemets, ça fait pas peur hein, mais c'est juste une ambiance un peu horrifique slash science-fiction. Ça vaut clairement le détour et je pense que beaucoup vont l'apprécier, ça se regarde très bien chez soi et je pense qu'il a plutôt bien marché sur Disney+. Au States c'est Hulu, mais je suis content pour son succès parce que le film le mérite. À titre de comparaison, si vous avez aimé Prey, ça ressemble un petit peu et là vous avez vraiment un vrai alien prédateur, contrairement au premier film que j'ai cité. Ensuite nous avons le film Feuille morte qui raconte l'histoire d'amour entre deux prolétaires à Helsinki. Ils essaient de tomber amoureux mais beaucoup d'obstacles s'opposent à eux. Feuille morte ça serait je pense le film préféré
préféré de beaucoup de personnes cette année, ou en tout cas dans le top. Et c'est assez compréhensible parce que c'est une belle histoire d'amour qui surprend beaucoup dans sa mise en scène. C'est un film qui parle de pauvreté, et du coup t'as vraiment l'impression que le film est tourné dans les années 80, peut-être même plus années 60 qu'années 80 d'ailleurs. Et plus t'avances dans le film, plus tu te rends compte que c'est filmé à notre époque, mais vu que ces personnes-là sont assez pauvres, ont des travails qui payent pas bien du tout, et s'habillent sûrement avec les vêtements de leurs parents ou des vêtements anciens qu'ils ont récupérés, t'as ce sentiment très old school, c'est filmé aussi de manière old school entre guillemets, pour donner l'impression que c'est un film qui date pas de notre époque à nous alors que ça se passe en 2022. Donc plein d'idées de mise en scène par rapport à ça, plein d'idées de mise en scène par rapport à l'amour un peu impossible entre guillemets parce qu'il y a plein d'obstacles qui se mettent face à eux, que ce soit l'alcoolisme, que ce soit la pauvreté, mais c'est aussi la manière dont tu peux trouver de l'amour alors que t'as une situation qui est pas du tout confortable, disons. J'ai pas envie de trop en révéler, mais j'ai trouvé le film assez doux, assez beau. Il y a une sorte d'âme, d'honnêteté. J'ai beaucoup aimé l'ambiance. Vous allez vraiment être plongé dans la psychologie de deux personnages qui se rencontrent. Et c'est assez beau, et t'as des belles séquences qui montrent cet amour, qui montrent la solitude, qui montrent les problèmes de l'alcoolisme, qui montrent le problème entre deux personnages qui sont émotionnellement assez fermés. Donc il y a plein de choses qui sont vraiment fascinantes, touchantes, et je pense que beaucoup de personnes vont l'apprécier, et c'est l'un des films les plus mémorables, les plus doux et les plus agréables de cette année. Donc voilà, Kaurismäki a fait une belle œuvre que je conseille vraiment à tout le monde. C'est vraiment un film hyper sympa. Je sais pas s'il est encore en salle, mais dès qu'il est dispo en streaming ou en Blu-ray, franchement, essayez parce que c'est vraiment assez touchant et globalement assez mignon, tout en traitant de thématiques très sérieuses, contemporaines, sociales et évidemment d'actualité. J'ai un peu triché aujourd'hui parce que j'ai deux films préférés de cette liste, mais j'ai envie de parler de deux recommandations en mention honorable rapidement. La première, c'est donc Le Procès Goldman qui est sorti il y a 2 mois déjà, donc j'ai pas envie de refaire tout un passage dessus, mais c'est très sympa. J'ai passé un très bon moment devant. J'ai trouvé la mise en scène un peu timide à certains moments, mais c'est les dialogues, c'est l'histoire, c'est les acteurs qui portent le film, et c'est peut-être les meilleures performances françaises de l'année, en tout cas parmi les meilleures. Je vois bien ce film aller très loin au César, donc honnêtement lorsqu'il sera dispo en streaming ou en DVD ou en Blu-ray, peu importe, je vous le conseille. Hyper divertissement, c'est socialement intéressant, vous allez franchement passer un bon moment, ça passe vraiment vite en plus. Ensuite vous avez le film de Brandon Cronenberg, donc le fils évidemment, qui s'appelle Infinity Pool, et c'est le premier film que j'ai vu moi de Brandon. On voit clairement que c'est le fils de son père pour le coup. C'est un film d'horreur avec beaucoup de body horror, plein d'idées de mise en scène plutôt cool et une idée de scénario assez simple et efficace à la fois. Mais si vous aimez un peu le body horror, l'horreur psychologique, des vacances qui tournent mal et des éléments de science-fiction slash dystopie, je pense que vous allez vraiment passer un excellent moment devant le film. C'est pas le chef-d'œuvre d'horreur de l'année, mais je pense que c'est un film plus que solide. Mais mon film préféré d'horreur de l'année pour le coup est le film qui s'appelle When Evil Lurks, qui raconte l'histoire d'un démon qui possède plusieurs personnes dans un village en Argentine. Lorsqu'une personne possédée par ce démon meurt, le démon va posséder une autre personne ou même un autre animal. C'est là qu'une famille essaie de s'en débarrasser. Quasiment tous les films étaient ou en streaming ou au cinéma. Celui-ci est un peu plus compliqué, il faut le regarder avec un VPN ou alors attendre une sortie VOD ou cinéma en France. Mais vu que tout le monde en parlait aux States, j'ai pris un VPN et je l'ai regardé. When Evil Lurks, c'est un film du coup argentin qui se passe dans l'Argentine rurale et c'est le film le plus gore que j'ai vu cette année. Mais le gore était toujours mérité. C'était pas du torture porn ou c'était pas quelque chose qui faisait du gore à outrance. C'est du gore pour te déstabiliser et c'est le film d'horreur pour moi qui a parmi les scènes les plus mémorables. Le fait que ce soit rural, ça donne un truc qui est vraiment flippant à la chose parce que tu te sens complètement immergé dans ce monde, une présence démoniaque qui peut attaquer chaque personne différemment. Et du coup, elle possède ces personnes et ces personnes deviennent agressives, mais toutes d'une manière différente. C'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est la manière dont le film surprend, le film obsède par ses visuels. T'as l'impression même de sentir l'odorat des scènes, t'as l'impression que ça pue. Visuellement, c'est très prenant, c'est hyper jouissif, mais à la fois ignoble, c'est un stress constant. Tu y respires pas une seule seconde, il y a la tension tout le temps. T'as des moments où tu les sens arriver à des kilomètres et lorsqu'ils arrivent, t'es quand même pas prêt. Pour les fans d'horreur, c'est le meilleur film d'horreur que j'ai vu l'année de loin. J'ai passé un super moment devant alors que c'est pas mon genre de cinéma préféré, mais j'étais constamment surpris. J'adorais le rebondissement, j'adorais la manière dont ils ont filmé des séquences de manière vraiment glauque alors que c'est des environnements assez banals, des maisons, des écoles, des rues, filmés en plein jour et c'est quand même parfois immonde à l'écran. Plein d'idées, plein de séquences mémorables. Encore une fois, j'aime beaucoup la fin et j'ai envie de retourner dans ce monde, voir la suite du film. C'est pas un film à suite en soi, mais ça donne envie d'en voir une suite. Bref, c'est le film d'horreur pour moi de l'année. Vous allez kiffer. Et si vous avez vu le film, cette affiche est bien plus traumatisante que vous le pensez. Ah bah oui, parce qu'avec cette affiche, ça donne pas forcément envie. Mais quand vous avez vu le film, croyez-moi que si. Et le dernier film, mon préféré de la liste, ex aequo avec celui que je viens de citer, s'appelle How to Have Sex, qui raconte l'histoire de plusieurs copines qui vont aller en Grèce afin de faire la fête et l'une d'entre elles veut perdre sa virginité là-bas. On va donc vivre ses vacances avec elle et leurs nombreux rebondissements. How to Have Sex, c'est un premier film pour le coup, ce qui rend le film encore plus impressionnant. Et ce que j'ai beaucoup aimé par rapport au film, c'est plusieurs choses assez intéressantes. Il y a un côté très Mektoub My Love mais british qui parle de l'envie de coucher, l'envie de perdre sa virginité, l'envie de succomber à ce désir charnel. Et c'est ça qui est pertinent par rapport à ce film, c'est que c'est l'été
Et c'est un film où tu te reconnais beaucoup, que ce soit en mec ou en femme. Les relations entre mecs sont, je trouve, hyper bien développées, entre la jalousie, l'apport au consentement qui est un peu différent, sans trop rentrer dans les détails, un peu la fin de l'innocence, la manière dont les gens boivent, la manière dont les hommes parlent aux femmes. Et l'autre côté, la sororité des femmes, qui vit les choses complètement différemment, qui aussi vivent de la jalousie, quelques petites manigances entre elles tout de même, mais qui sont quand même assez solides. Et l'intérêt du film, c'est de voir même comment dans un groupe, tu arrives à t'isoler progressivement par rapport aux événements qui se passent dans ta vie, la manière dont le sexe est dépeint, la manière dont tu vis justement les relations sexuelles, la manière dont tu t'amuses, la manière dont tu te comportes avec les gens, la peur de l'avenir revient beaucoup. C'est un film assez complet avec des personnages qui sont à la fois détestables mais appréciables parce qu'ils sont complexes, c'est des vrais gens, t'as l'impression. C'est le film qui est sorti en salle cette semaine et je pense que tout le monde va passer un bon moment devant. Alors oui, c'est des thématiques parfois un peu difficiles, mais je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître dedans. Je pense que vous avez vécu ou connu des gens qui ont vécu ces choses-là. Vous avez fait la fête comme eux peut-être, vous avez vécu des choses similaires ou entendu des gens vivre des choses similaires. C'est un moment dans la vie de ces personnages-là qu'ils ne vont jamais oublier, qui vont les marquer et qui à la fois est assez doux, qui est beau, qui marque la fin de l'innocence certes et qui en même temps est une histoire de vacances, comme beaucoup de personnes vivent des histoires de vacances. Donc je pense que le côté où on se reconnaît beaucoup à l'œuvre, on s'attache beaucoup à ces événements est plutôt fort et en tant que premier film, l'ambiance, la musique, la manière dont c'est mis en scène, les dingueries qui se passent à l'écran, c'est une vraie réussite et c'est, je pense, l'un des meilleurs films de cette année. Un excellent moment que je vous conseille. Je pense vraiment que beaucoup de personnes vont l'adorer et vont être marquées par ce film. Et c'est assez légitime et mérité parce que c'est un très bon moment. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur tous ces films. Est-ce que je vous ai motivé ou pas à aller en voir quelques-uns? Donnez-moi aussi votre avis sur la manière dont je présente ces vidéos, le titre, la miniature, le concept, s'il vous plaît. Et s'il vous plaît, franchement, c'est le genre de vidéo à soutenir parce que j'ai envie de vous conseiller plein de films. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de débloquer toutes les formes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.